Pour Sri Aurobindo, c'est l'Allemagne impériale qui fut le premier terrain expérimental du socialisme d'État. De même que la France, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, était la principale propagandiste et l'atelier expérimental de la liberté et de l'égalité politique, de même l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, est devenue la principale propagandiste et le terrain d'expérience de l'idée d'État organisé. C'est de là qu'est partie la théorie du socialisme, et c'est là que sa propagande a été la plus efficace, tant et si bien qu'une grande partie de la nation s'est convertie au nouvel évangile. C'est là aussi qu'ont été le plus minutieusement et le plus admirablement conçues et appliquées les grandes mesures socialistes, et celles qui ont soumis l'individu au contrôle de l'État pour le bien commun et le meilleur rendement de la nation. Peu importe que ces mesures aient été l'œuvre d'un gouvernement antisocialiste, militariste et aristocratique. Le seul fait qu'elles aient été prises est la preuve de la force irrésistible de la nouvelle tendance. Mais en Allemagne impériale, le socialisme d'État s'appuyait sur les structures les plus rigides du passé, d'où la nécessité de sa défaite lors du premier conflit mondial. L'Allemagne impériale, et tout ce qu'elle représente, devait disparaître, parce qu'elle était le pire aspect de la civilisation européenne, trônant dans toute la gloire d'une efficacité mécanique et scientifique parfaite. Elle apparaissait comme une divinité combinant Moloch et Mammon, assise entre ses gardes, l'intelligence et la science. Elle avait son idéal, singulière combinaison des restes de l'ancien esprit de monarchie et de féodalité, maintenant dépouillé de toute sa justification passée, d'un mercantilisme et d'un industrialisme agressif, très moderne, doté d'une lourde organisation et d'un socialisme d'État mécanisé, administré par un empire et une bureaucratie, tous guidés par une intelligence habile et le pouvoir de la science. Cette caricature tricéphale de l'idéal futur proposé au monde, exigeant de prendre possession de l'espèce et de mécaniser sa vie à son profit, devait être brisée. Et avec elle, disparurent presque tous les vieux fantômes de l'aristocratie et les survivances de la monarchie, encore vivant dans une Europe de plus en plus démocratique. C'est cela que la guerre, 1914-1918, a balayé. Son résultat plus important et plus positif n'est cependant pas la destruction du passé, mais un ébranlement des bases actuelles et un nettoyage du terrain, déblayé pour les forces de l'avenir. Cependant, la défaite de l'Allemagne dans la guerre européenne n'a pas davantage signifié l'échec de son idéal que la défaite de la France révolutionnaire et napoléonienne par la coalition européenne, ni même le triomphe temporaire du système monarchique et aristocratique en France, n'ont empêché ces idées nouvelles de se répandre dans toute l'Europe. Avant même que ne s'achève la Première Guerre mondiale, la Russie reprenait en effet le flambeau révolutionnaire. Néanmoins, contrairement à l'Allemagne impériale, le mouvement bolchevique de 1917 faisait non seulement table rase du passé, mais donnait un sens plus vaste aux idéaux de la Révolution française en associant au socialisme un profond sentiment internationaliste. L'idée d'internationalisme est née de la pensée du XVIIIe siècle et a commencé à faire entendre sa voix dans les premières phases idéalistes de la Révolution française. Mais à cette époque, c'était un vague sentiment intellectuel plutôt qu'une idée claire cherchant son chemin pratique. Elle ne trouvait pas dans la vie une force assez puissante pour l'aider à prendre un corps visible. Ce qui est sorti de la Révolution française et de la lutte autour d'elle n'est pas l'internationalisme, mais
un nationalisme complet et conscient. Avec le XIXe siècle, nous voyons la grande idée croître de nouveau dans la pensée des intellectuels, parfois sous une forme atténuée, parfois dans sa pureté idéale, jusqu'à ce que, s'alliant aux forces montantes du socialisme et de l'anarchisme, elle ait revêtu un corps défini et acquis une force vitale appréciable. Rappelons la naissance des divers partis socialistes en Europe. Russie en 1873, Angleterre en 1884, Société Fabienne, et en 1893, Labour Party. Allemagne en 1869, France après 1893 et en 1905, fondation de la SFIO, puis la fondation de la première internationale à Londres en 1864, de la deuxième internationale à Paris en 1889, et enfin le Congrès socialiste international d'Amsterdam en 1904, qui proclamait la lutte des classes, la socialisation des moyens de production et l'ordre de ne pas voter les crédits militaires et coloniaux. Sous sa forme absolue, l'internationalisme des intellectuels, et elle a rejeté le nationalisme avec intolérance comme un esprit étroit du passé. Elle a méprisé le patriotisme comme un préjugé irrationnel, un malfaisant égoïsme collectif typique des intelligences bornées, créateur d'arrogance, de parti pris, de haine, d'oppression, de division et de conflits entre nations, une survivance grossière du passé, destinée à être détruite par le progrès de la raison. Mais cet internationalisme socialiste et anarchiste a été récemment mis à l'épreuve cuisante de la guerre européenne, et il a lamentablement échoué. Dans chaque pays, le Parti socialiste a laissé choir sa promesse internationale avec la plus grande facilité et la plus grande désinvolture. Le socialisme allemand, protagoniste de l'idée, montrant massivement le chemin de cette formidable abjuration. Dès juillet 1913, les sociodémocrates allemands votaient massivement les crédits militaires par Guillaume II. Il est vrai qu'au même moment, en août 1913, les socialistes français s'opposaient au vote de la loi de 3 ans, mais ils firent l'union sacrée devant le feu de l'ennemi, c'est-à-dire le 2 août 1914, à la déclaration de la guerre. Il est vrai que dans chaque pays, une petite minorité est restée héroïquement fidèle à ses principes, ou y est bientôt revenue, et que la majorité elle-même, à mesure que grandissait la lassitude générale du grand massacre international, a opéré un retour sensible dans la même direction. Mais c'était le fruit des circonstances plus que des principes. On peut dire que le socialisme russe, du moins sous sa forme extrême, a fait preuve d'un sentiment internationaliste plus solidement enraciné. Les Russes, idéalistes convaincus, ont en fait agi dans le même esprit que les Français dans la première ferveur de leur enthousiasme révolutionnaire. Ils ont offert au monde, et pas à l'Allemagne seule tout d'abord, leurs nouveaux principes de liberté et de paix démocratique, dans l'espoir que sa beauté morale, sa vérité et son inspiration s'imposeraient non pas au gouvernement, mais au peuple, qui forcerait la main des gouvernements ou les renverserait s'ils refusaient. Comme les révolutionnaires français, ils se sont aperçus que notre monde est encore ainsi fait que les idéaux ne peuvent s'imposer que s'ils ont entre les mains ou derrière eux une force vitale et physique prépondérante. En France, les Jacobins et leur idéal de nationalisme unitaire ont réussi à concentrer leurs énergies et par la force des armes fait triompher pendant un temps leurs principes contre un monde hostile.
les idéalistes russes, quand ils ont voulu mettre à exécution leurs principes, se sont aperçus que le principe même était une source de faiblesse. Ils se sont trouvés sans défense contre le cynisme endurci des Allemands, non pas parce qu'ils étaient désorganisés, car la France révolutionnaire aussi était désorganisée, et elle a surmonté la difficulté, mais parce que la dislocation de l'ancien édifice russe à laquelle ils avaient consenti leur enlevait les moyens d'agir d'une façon unifiée et organisée. Les Russes ont été fort ridiculisés et plus encore vilipendés quand ils ont offert une paix démocratique fondée sur le libre choix des nations à une Allemagne autocratique et militariste, décidée comme tous les autres empires à se répandre sur le monde par l'épée et par une diplomatie malhonnête. Sri Aurobindo semble faire ici allusion à l'armistice russo-allemand de Brest-Litovsk de 1917. Pourtant, leur principe, parce qu'il était moral, était plus avancé que le nationalisme agressif qui fut le seul résultat de la Révolution française sur le plan international. Il a un sens plus vaste pour l'avenir. En fait, il appartient à un avenir d'union mondiale libre où précisément le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sera le prélude, ou le principal résultat final d'un ordre de choses dans lequel le monde aura renoncé à la guerre et à la force, comme fondement ultime des relations nationales et internationales, et sera prêt à adopter à leur place une libre entente. Même si cette idée échoue tout à fait dans sa poussée réalisatrice actuelle, elle aura encore sa part à jouer dans un avenir mieux préparé.